Bienvenue sur Mobility TV pour parler du marché des véhicules neufs. Comment allons-nous boucler l'année 2019 ? Quelle réalité derrière les chiffres des 10 premiers mois en France ? En Europe et dans le monde aussi, on en dira un mot. Où en sommes-nous du fameux mix énergétique ? 2020 s'annonce-t-elle aussi sombre que le prévoit un certain nombre de Cassandres ? Et puis quid bien sûr des nouvelles normes et des malus qui fleurissent et qui s'abattent sur cette industrie. Avec nous pour en parler, Julien Billon, bonjour. Bonjour. 3A Data, bien connu de Mobility TV. Vous êtes la mémoire de l'automobile, je le dis à chaque fois, avec votre formidable banque de données. Stéphane Copy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes le regard des loueurs, LLD, président de la commission opération du syndicat des entreprises des services automobiles en LLD et des mobilités. Absolument. Et ça nous donne Sesam, S-E-S-A-M. Jean-Patrick Tesser, bonjour. Bonjour. Infidèle aussi, fondateur Planète Verte et Electric Road, le forum expert de la mutation des mobilités. Vous avez un grand rendez-vous en avril prochain à Bordeaux. Quelques chiffres pour planter le décor de cette fin 2019. Où est-ce qu'on en est, Julien Billon, sur le marché français ? Oui, sur le marché français, si on regarde emblématiquement le marché des véhicules particuliers neufs, on n'est pour l'instant pas si mal, parce qu'il y avait quelques prévisions assez catastrophiques finalement en 2019. On est à moins 0,3, donc quasi stable à fin octobre. Ouais. Alors ça cache quand même une réalité un peu partagée, puisqu'en fait on est stable grâce aux entreprises, et particulièrement grâce à la clientèle entreprise, puisqu'en fait c'est eux qui font quasiment plus 6% de croissance, alors que les particuliers sont en décroissance. Pour quelles raisons les particuliers sont-ils en décroissance ? L'interprétation de 3A, c'est une question de pouvoir d'achat. Voilà, uniquement. Voilà. D'accord. Si je résume. Et le boom des entreprises ? Pas le boom relatif, mais boom quand même. C'est clairement en fait porté par les acteurs, et on a M. Copy qui est là pour le dire aussi, c'est les financeurs, voilà, les personnes qui mettent à la route les véhicules et qui sont extrêmement dynamiques avec des clients finaux sociétés qui sont très demandeurs. Alors pas trop de chiffres, Stéphane Copy, mais tout de même quelques chiffres pour démontrer cette réalité. C'est-à-dire que merci aux entreprises. Donc absolument, sur notre marché global, comme le disait M. Billon, on est effectivement avec une progression sur le marché total à plus 6. Si j'isole aussi les véhicules particuliers, parce que c'est un petit peu le paradigme de notre fonctionnement, on sait que nos constructeurs nationaux sont présents dans le VU, donc c'est très important. On a même une progression qui est un peu plus supérieure en particulier, véhicules particuliers, puisque nous sommes à plus 7. Donc c'est-à-dire que le marché des entreprises se porte bien en immatriculation et en financement LLD. Vous êtes inquiet l'un et l'autre pour cette année qui commence dans un mois, oui, dans un peu plus d'un mois. Comment ça se présente 2020 ? Je crois que personne ne sait où il habite. Voilà. Je sais pas, mais... Moi, je ne parlerai pas d'inquiétude. Oui. Je parlerai vis-à-vis de nos locataires et nos utilisateurs finaux, mais qui traduit peut-être les inquiétudes des particuliers. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois louer ou acheter ? On a quand même plein de contradictions qui fait que peut-être la solution d'attente est plus vraie sur un particulier qui achète une voiture pour beaucoup plus longtemps ou qui la loue pour beaucoup plus longtemps qu'une entreprise avec sa durée de rotation et de détention. On va y revenir dans le détail. Jean-Patrick Tesser, vous partagez cette inquiétude entre guillemets, c'est-à-dire cet attentisme que semble apercevoir le marché puisqu'il n'y a pas de visibilité. Je crois, par exemple, prenez l'hydrogène ne démarrera qu'à travers les clusters. Je crois que les achats globaux ou les locations, le véhicule d'entreprise a toujours fait démarrer les choses. Donc je crois qu'on est dans le vrai. Bien entendu, je suis comme tout le monde ici, et surtout pas Madame Soleil. En revanche, je pense, moi, donc je suis évidemment très sensible à tout ce qui se passe à cause de la préparation du congrès. Ouais. L'année 2020, pour nous, est beaucoup plus positive que l'année 2019. Alors vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe le 1er janvier 2020 pour les loueurs ? Enfin, pour les entreprises qui vont acheter des voitures ? Alors, à aujourd'hui, on attend plusieurs publications. Oui, on attend. Puisque, encore une fois, le PLF 2020, projet de loi de finances, qui embarque bon nombre d'indications fiscales, n'est pas encore voté, validé. Il y a eu des présentations. Ce dont on sait à aujourd'hui, c'est qu'apparemment, il y avoir 2 grilles de malus qui vont s'installer, qui veut donc dire que par rapport à un portefeuille de commandes et à une immatriculation de voiture, on aura une voiture qui ne sera pas forcément frappée du même montant, qui impacte donc la fiscalité, le TCO des entreprises. C'est non négligeable. Fiscalité au 1er janvier ? Absolument, puisque la grille, par rapport à la grille actuelle des malus 2019, est révisée, sévérisée. J'ai un début de bonus à 117 grammes
grille 2019 qui tombe à 110 grammes au 1er janvier 2020 si elle est votée. On peut donner un exemple, je crois Duster, 250 € de plus pour un particulier sur un Duster. Alors même beaucoup plus, puisqu'on est sur des tranches qui dépassent pour certaines motorisations plus de 140 grammes. Donc on est vraiment sur des malus très importants. Le plus petit moteur, c'est très incitatif. Si je prends le plus petit moteur Duster, je vais quand même payer un malus. Absolument. Et y compris la fiscalité des entreprises, puisque faut pas parler des extrêmes, faut parler du gros des véhicules qui sont loués aujourd'hui, qui représentent la masse. Sur cette masse-là, vous aviez des voitures où les constructeurs et donc les clients qui étaient pénalisés sur cette taxation CO2 allaient toujours chercher la tranche la plus basse, puisqu'il y a le malus, vous êtes frappé à la carte grise, mais après, il y a la taxe sur les véhicules société. Oui, donc vous avez aussi une double peine. Je parle même pas de la fiscalité sur le carburant. Pour les véhicules électriques. Exactement. Et que va-t-il advenir de cette taxe sur les véhicules de société le 1er janvier? On ne sait pas. Alors au 1er janvier, non, puisqu'elle doit être embarquée dans le PLF 2020, de ce qui a été au moins demandé et soutenu par les professionnels, étant donné qu'on va avoir un gros gap de CO2. On demande à ce que les tranches ou soient élargies pour la même taxation, ou, et c'est peut-être le doute, et ce qui va planer, c'est qu'on instaure, au même titre qu'une grille de malus par gramme de CO2, une grille de TVS par gramme de CO2 aussi. Et donc l'impact pour les entreprises sur un plan fiscal qui rebondit dans l'écosystème global des constructeurs, mais aussi des réseaux de vente, après-vente et réparation, il est énorme. On va encore dire, à juste titre sans doute, qu'on pénalise les moins fortunés ou ceux qui sont dans la plus grande précarité. Parce que si je reviens à mon Duster, il va être frappé plus fortement parce qu'il utilise d'anciens moteurs Clio, c'est ça, à peu près? C'est exactement le principe. Ça veut dire que si je mettais une génération beaucoup plus favorisante sur la partie énergie, le bloc serait plus important, qui fait que le prix catalogue du véhicule serait également plus fort. Ouais. Par compensation, le choix de cette marque, c'est de dire j'introduis des véhicules avec un prix catalogue contraint, qui anime le marché particulièrement, principalement des particuliers, et de fait, je dégrade cette valeur parce qu'elle se retrouve frappée d'un très gros malus. Jean-Patrick Tesser, où est-ce qu'on en est de l'électrique? Ou alors, peut-être Julien, on a des chiffres sur combien on a vendu d'électrique l'an dernier en France? On a doublé la date. On est à plus de 50% de variation positive. Ce qui est encore tout petit. Hein. Oui, c'est ça. Ça représente 35 000 véhicules, mais on a déjà dépassé le marché. On a déjà dépassé le marché de 2018, au mois d'octobre. D'accord. Donc, est-ce qu'on va au même rythme? Il y a beaucoup de choses encourageantes, comme les véhicules utilitaires. Donc, je vous retrouve là. Électrique. Voilà. Il y a beaucoup de choses encourageantes. J'ai envie de faire un petit aparté sur quelque chose qu'on va promouvoir à Bordeaux, c'est le rétrofit. Qu'est-ce que c'est que ça? Le rétrofit, ça consiste à enlever le moteur thermique d'une voiture et à mettre un moteur électrique à la place. Et donc, on rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, parce que du coup, on a une voiture qui est pas cher du tout, parce qu'en transformant une Clio, ça coûte 5 000 €. Sur le plan écologique, on arrête de jeter des carcasses de voitures dont les freins, les roues et les fauteuils continuent à fonctionner. Et sur le plan social, on peut donner du travail à des gens très inquiets, qui sont les mécaniciens, qui se posent des tas de questions et qui tout d'un coup se disent « Tiens, si on pouvait rentrer dans cette filière-là, on aurait du boulot. » Ça, c'est pas pour les entreprises. Alors, par défaut, de façon spontanée, premier niveau, non, j'ai envie de dire, parce que les générations de voitures, j'irai pas acheter une voiture neuve pour jeter un moteur neuf pour le remplacer. Donc, j'ai Vous envie avez de dire des gros non constructeurs qui se penchent sur le rétrofit. C'est pas du tout anecdotique. Aux États-Unis, on est équipé pour ça en France, on a suffisamment de... La loi passe d'un jour à l'autre, l'autorisation, puisque à ce jour, on n'a pas le droit de transformer une voiture sans autorisation du constructeur. La loi va passer d'un jour à l'autre. Julien, l'électrique en France, on peut dire... Ça marche doucement, ça démarre doucement. Comment est-ce que vous qualifieriez le mouvement qui est en marche? Nous, en pur chiffre et en pure mesure, nous, un marché qui double, c'est bon pour nous. Après, bien évidemment, il y a l'aspect volume. On est en train de parler de 30 000 unités, ce qui est faible. Et par rapport aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens, on a une idée? On est dans les mêmes trends. On est dans les mêmes trends. Sauf la Norvège, Mais les pays nordiques, c'est un petit peu aussi les atermoiements chez nous de la fiscalité, sont subventionnés de façon très conséquente depuis longtemps. Donc, on tronque un peu la réalité des chiffres par ce support, peu importe le mode de subvention, et c'est bien ce qui pose un problème aussi à la fiscalité française des entreprises, puisque un coup on leur dit « verdissez votre parc à marche forcée, je te subventionne d'un bonus », et là on parle en 2020... dire quand?
Il y a combien de temps qu'on vous le dit, ça ? Il y a au moins 3 ans, puisque le syndicat, au travers des conseils que nous prodiguons au niveau des clients, on est revenu aussi à des modalités d'usage. Quelqu'un qui roule peu, on l'a rebasculé en véhicule essence. Ça se retourne contre nous, puisque le CO2 est plus fort. Ouais. Néanmoins, par rapport à cette problématique de subvention, le marché, il est quand même porté par les entreprises, peu importe leur mode de financement. Si demain on coupe cette subvention, ce qui est annoncé apparemment par la diminution par 2 du bonus sur une personne morale, c'est quand même ce marché-là qui est drainé en volume par les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on diminue ce bonus ? Quelle est la logique ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, notre interprétation, c'est plus malheureusement par des systèmes de vases communicants où le législateur, par rapport à des poids de budget, a eu un effet malencontreux d'un malus qui n'a pas compensé son bonus, ils se sont trompés, quoi, qui se répercute. Voilà. Donc malheureusement, nous n'avons pas été participants sur les éventualités d'hypothèses, et qui fait qu'on court à rattraper un budget qui ne pourra pas se rattraper, malheureusement. Il y a un sujet quand même, on peut mettre toutes les incitations qu'on veut, après d'ailleurs il faut recharger les véhicules. Donc on en parle beaucoup, mais à la fin, dans les pays nordiques, les réseaux de recharge sont là. Il y a des incitations qui ne coûtent pas cher. Bien sûr. Parce que là, on ne parle que d'incitations financières. Mais quand en Norvège, on vous donne une voie spéciale pour rouler avec la voiture, que vous pouvez vous garer gratuitement, etc., ce sont des incitations qui ne coûtent pas cher qu'on pourrait mettre en place. Mais le parc de recharge s'accélère quand même. Oui, il y a ça. Et puis, il y a beaucoup de travail qui est fait aussi pour, dans les copropriétés, s'assurer qu'on peut installer une prise, parce qu'aujourd'hui, il faut l'autorisation de copropriété, c'est pas simple. C'est aussi le principe de la subvention à verre qui dit que je te subventionne si néanmoins ta borne, elle est utilisable, pas que pour ton usage privé. Donc ça revient bien au fonctionnement de dire il faut que la borne, elle soit partagée, et elle va concourir à augmenter le nombre de points de recharge, qui est la condition sine qua non pour ces véhicules. Et la compatibilité, c'est pour dans très longtemps. Enfin, si j'achète une Zoé, je ne peux pas me recharger partout, par exemple. Par contre, le paiement n'est pas encore tout à fait interconnecté. Il y a 2 phénomènes. L'interopérabilité des différents systèmes de paiement n'est pas alignée. Un coup, c'est du forfait, un coup, c'est de la minute, un coup, c'est des kilowatts. Après, c'est plus le temps de charge en fonction de ce qu'admet le véhicule. L'avantage, c'est que derrière, il est aujourd'hui obligatoire d'avoir de la borne intelligente qui couvre d'un petit kilowatt à un gros kilowatt, sans parler d'une charge rapide. Et là, vous couvrez le spectre d'une charge intermédiaire qui va faire que déjà en l'espace de 3 heures, vous avez une bonne capacité de recharge, et on n'est pas sur un investissement d'une borne en ce qu'on appelle les superchargeurs ou les charges ultra rapides, qui là sont dans des notions d'investissement très importantes. Je vous donne un chiffre, je crois que c'est Euler Hermès qui les publie. Au niveau des ventes mondiales de véhicules électriques, on serait à plus 30% en 2019, mondial. Et l'année prochaine, non même en cette fin d'année, ça représente 3% des ventes totales de véhicules neufs. La marge est énorme, enfin il y a la marge de progression, je veux dire. Oui, on n'est pas si mal finalement sur le marché français. Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'arrivera pas à faire du tout électrique en 2030. Moi, je crois qu'il faut être... Là-dessus, c'est pas très politiquement correct, ce que je dis. Oui. Mais on n'est pas des ayatollahs de la voiture électrique. Je crois qu'il faut aussi aller voir un petit peu ce qui se passe en province, dans différents endroits. Besoin des clients. Hormis le conseil qu'on peut effectivement mettre en place pour articuler des logiques de financement et de coûts de détention vis-à-vis des clients, on a cette problématique d'un usage. Quand vous êtes sur un usage privatif avec un point A, un point B qui est très proche, là, bien évidemment que ça justifie. Dès que vous commencez à faire des longs trajets, si j'ai pas de point intermédiaire, et j'allonge aussi le temps du collaborateur, c'est facile de lui dire, tu fais 300 km, t'attends 8 heures. Non. Son temps de travail, il ne peut pas le démultiplier pour attendre la charge. On a quand même des autonomies de 350 à 400 km. Oui, l'autonomie, c'est quasiment réglé. Après, il y a le problème du prix. Et ça... Le prix de la voiture. Ah ben, évidemment. Ouais. Évidemment, c'est pour ça que j'introduisais tout à l'heure l'idée du rétrofit, qui est une des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on rêve un peu quand même, parce que quand on voit les voitures qui sortent chez Audi, chez Tesla ou chez BM à plus de 100 000 euros, aujourd'hui, il faut être réaliste un peu. Qui peut se payer une voiture de ce prix-là ? Et le bonus, c'est de combien aujourd'hui en France ? Le bonus 6 000, je crois. Pour un particulier, c'est 6 000. Si tenté, alors c'était 6 000 en 2019. Oui, c'est ça. Ils introduisent potentiellement, si le projet de loi est voté, un gap sur le prix catalogue où au-delà de 40 ou 45 000 euros, le bonus tombe à 0.
Donc là aussi, je ne vais pas militer. Alors c'est bon pour Zoé, mais c'est très mauvais pour... Oui, c'est assez justifié. Après, les constructeurs rajoutent souvent leur propre bonus. Mais justifié, si ce n'est qu'on a quand même accessoirement une perception d'une TVA sur 100 000 euros qui n'est pas non plus le même poids qu'une perception de TVA sur une voiture à 20 000 euros. Le fait qu'on ne paye pas de TVS, ça devrait booster l'électrique dans les entreprises. Non, parce que ce seul champ fiscal ne compense pas suffisamment le reste de l'usage. Et effectivement, le poids du prix catalogue, qui est entre 15 à plus de 20 000 euros, supérieur à un véhicule thermique équivalent. Oui, et donc, la gratuité de la TVS ne couvre pas l'écart. Qu'est-ce qui peut débloquer tout ça? Il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent débloquer tout ça en multipliant les bonus, enfin, en les augmentant, en multipliant les incitations fiscales? Je ne sais pas. Moi non plus. Je pense que... Je ne sais pas si les pouvoirs doivent continuer à subventionner, je ne suis pas sûr. Alors, pour moi, il y a le pouvoir et les constructeurs, puisque celui qui établit quand même son prix catalogue reste quand même le constructeur. Je pense qu'aujourd'hui, faute d'avoir un panorama de véhicules et d'offres, je remonte en 2013, Zoé était la seule, elle s'est positionnée avec un schéma financier, technique de Renault qui est le sien, qui se défend. Aujourd'hui, je rajoute des véhicules, et on se rend compte que quasiment le prix moyen des véhicules petits, avec une autonomie de 300 km, vous êtes entre 35 et 45 000 euros. Non, vous avez Skoda qui sort un véhicule à 15 000 euros. Mais qui ne couvrira pas tous les segments d'usage. Elle est là, la solution. Exactement. Malheureusement, à un moment donné... Expliquez-nous ça. Elle est là, la solution. La solution, elle est dans des prix qui sont accessibles au plus grand nombre. 20 000 euros. Il faut qu'on passe du marché de niche au marché de masse. C'est la thématique du deuxième jour du congrès Electric Road. C'est la première plénière. Et on va s'expliquer, avec Bernard Julien qui était là tout à l'heure, comment va-t-on faire? On ne peut pas faire autrement que de baisser les coûts. Mais même Tesla annonce des voitures pour, dans un an ou deux, absolument, à peu près abordables. 45 000 euros. Non, encore plus bas. Bon, ça va baisser. Le marché français aujourd'hui, l'offre se densifie. Enfin, c'est pas juste oui, Zoé et Tesla. Oui, bien entendu. Okay, on a Zoé, on a Tesla, et maintenant on a Nissan, on a BMW, on a Hyundai, on a Kia. Par exemple, la 208 électrique qui sort ces jours-ci. Est-ce que pour vous, ça va être un test en entreprise? Ça va marcher ou pas? Oui, mécaniquement par la contrainte fiscale. D'accord. Je vais donc amputer des usages et des besoins par cette contrainte fiscale qui sera plus forte que tout. Aujourd'hui, on est sur des références qui démarrent sur 208 et sur e-Corsa, qui sont les deux cousines, à plus de 30 000 euros toutefois. 30 000 euros dans un véhicule d'entreprise, c'est le segment du dessus en taille. Ce qui veut donc dire que le choix du collaborateur avec un impact social qu'on ne mesure pas encore sur le collaborateur. Alors quand on discute avec des équipementiers, je pense à Valeo, Plasticomia, etc., maintenant on a un discours aussi, l'électrique c'est pour... longtemps, nous on travaille sur l'hybride et on travaille sur l'hydrogène. L'électrique, me dit-on, ça sera un marché de niche, en ville, très bien, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Sur l'hybride. Parlons de l'hybride un instant. Alors, l'hybride, c'est le moyen de fiscaliser par le bas une réduction de CO2. On a oublié, il y a 10 ans, les start and stop. L'ingénierie des constructeurs a fabriqué un start and stop pour déjà diminuer le CO2, puisque le procédé d'homologation faisait qu'une consommation de carburant qui ne se faisait pas, je baissais ton CO2. Je vais donc hybrider toutes mes voitures, qu'elles soient essence diesel, pour d'office afficher un CO2 plus bas. Ce que fait Toyota. Alors non, parce que Toyota, c'est du vrai hybride. C'est ce qu'on appelle l'hybride léger ou le mild hybride. Vous entendez parler de 12 volts et de 48 volts. Je mets un petit moteur qui va m'économiser le moteur thermique le plus possible. Donc je ne tourne pas, je ne consomme pas. Et je compense par l'apport de ce moteur électrique ma réduction de CO2. Donc premier niveau qui coûte bien moins cher que 15 à 20 000 euros d'un vrai gros moteur électrique qui vient remplacer le moteur thermique. Bien sûr. Mais il y a un autre avantage aux voitures hybrides, c'est que ça donne du travail aux ateliers de SAV. Parce que la voiture électrique a encore un défaut, c'est que malheureusement, elle ne nécessite pas... Électrique ou hybride? Non, la voiture électrique a un défaut, c'est qu'elle ne nécessite quasiment pas d'entretien. Oui, c'est une catastrophe. Et si on veut donner du travail à nos ateliers de SAV, il faut qu'il y ait quand même un moteur thermique où il va falloir quand même changer, faire des vidanges, etc. Rappelez-nous pourquoi l'électrique, évidemment, coûte beaucoup moins cher à entretenir. Alors, plaquette de frein... Parce que ça freine tout seul, parce qu'un moteur électrique, c'est 3 pièces qui tournent, alors qu'un moteur thermique, c'est 2500 pièces, parce que
que ça met moins de temps à se construire, parce que c'est beaucoup plus résistant. Un moteur électrique, il y a des métros à Paris qui ont des moteurs qui ont 50 ans. Et en usage, vous ne partez pas pour 800 km avec toutes les problématiques de vibration, de routes déformées beaucoup plus contraignantes qu'une route urbaine. Donc le véhicule ne subit pas du tout les mêmes contraintes. Donc ça sera le bonheur des entreprises, une fois qu'on aura réglé. Mais pas des ateliers de mécanique, je peux vous garantir. Pas, oui. Moi j'ai une 106 électrique qui a 25 ans, ça me coûte très très bien, ça me coûte 20 € par an l'entretien. C'est tout. 106 électrique. Une 106 électrique. Magnifique. Eh ben, on se retrouvera très prochainement, on l'espère en tout cas, pour parler de ce marché de l'électrique, entre autres, et puis de ce marché de l'automobile qui nous occupe ou qui nous préoccupe tous. Merci.